Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Alexis et je travaille chez Google et aujourd'hui avec Thomas. Je m'appelle Thomas. Voilà, on va vous parler du développement d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur avec une techno qui nous a beaucoup plu parce qu'on a découvert ça, pour être très honnête, assez récemment tous les deux, qui s'appelle Firebase. Alors peut-être avant de commencer, qui a déjà utilisé Firebase? Quelques-uns, ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites là? Ok. C'est une bonne raison. Super. Thomas, je vais te laisser commencer. Et le but, c'est qu'en 30 minutes, on vous montre une version web d'un jeu, plutôt read-only, on va dire, et une version Android, jouable. Certains d'entre vous ont commencé à jouer. Ne vous inquiétez pas, on va faire un reset des scores, ou inquiétez-vous pour ceux qui étaient très hauts dans les scores. Il faut que ça soit jouable pour tout le monde. Et tout ceci en moins de 30 minutes. Top chrono. C'est parti. Alors, qui ne s'est jamais agacé sur une application quand il sait que la donnée n'est pas à jour et qui fait le pull to refresh et qui ne voit pas l'information arriver? Ça traduit un comportement utilisateur qui est que maintenant, un utilisateur ne veut plus attendre. Et ça traduit aussi le fait que la donnée, elle perd de la valeur au cours du temps. Quand on reçoit la notification qu'un but est arrivé lors d'un match, on a envie de la recevoir tout de suite. Limite, il est marqué, on a envie de le recevoir au même moment. On le reçoit 10 minutes après, ça ne nous intéresse plus, on aura déjà discuté, il y aura quelqu'un qui nous aura envoyé un SMS, t'as vu? Mais voilà. Donc finalement, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que les données, elles sont meilleures quand elles sont servies fraîches. Donc on peut se dire finalement, top, on va mettre en place du temps réel. Mais mettre en place du temps réel, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées déjà au transport, c'est-à-dire au protocole utilisé. Ok, il y a les WebSockets, ça va simplifier la vie, mais si jamais les WebSockets ne sont pas disponibles, comment on fait? Il y a les problématiques de réseau. Quand on veut synchroniser de la donnée en temps réel, il faut savoir que le réseau n'est jamais garanti. C'est-à-dire qu'il peut être instable. À ce moment-là, il y a toutes les problématiques de caching de la donnée, comment on la resyncronise avec le serveur. Il y a toutes ces problématiques qui sont assez complexes. Et ensuite, il y a la notion de plateforme. Les utilisateurs ont plein de devices, que ce soit des mobiles, que ce soit leur desktop. Et même au sein des desktops, au niveau des navigateurs, il y a une forêt de navigateurs disponibles avec des versions différentes de navigateurs qui n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Et donc il faut pouvoir mettre en place des fallbacks si jamais les WebSockets ne sont pas disponibles, par exemple au niveau navigateur. Et voilà. Donc c'est ce qui fait que mettre en place du temps réel, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que Firebase a essayé de répondre à ce besoin en créant une base de données qui permet de stocker de la donnée, normal, mais surtout de synchroniser de la donnée en temps réel. C'est-à-dire que par exemple, dans ce cas-là, on a des clients qui sont connectés à la base Firebase. Si jamais on a par exemple le desktop qui sauvegarde une information au niveau de Firebase, ce qu'il va faire, c'est que Firebase va sauvegarder l'information et va notifier tous les clients qui ont envie d'être notifiés au niveau du champ qui a été modifié. À ce moment-là, ça permet et ainsi mettre à jour leur UI. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir une application réellement dynamique et qui aura des données à jour très rapidement. Pour aller un peu plus en profondeur au sein de Firebase, il faut savoir que Firebase est une base de données NoSQL, orientée documents, et dont la représentation interne en fait est juste un JSON. Et la seule contrainte qu'on a au niveau de Firebase, c'est le nombre de documents imbriqués. En fait, on ne peut pas avoir plus de 32 imbrications de documents. C'est la principale contrainte qu'on a avec Firebase. Donc tu l'as dit, c'est des datas qui sont stockées, qui sont synchronisées avec des principes de notification et de callback qui sont notifiés quand on a une modification en écriture ou peut-être même simplement en lecture. Il y a toute une partie authentification qui est assez simple. À partir du moment où on accède à des données, on a envie de savoir qui a droit de les modifier, de les lire. Et donc il y a tout un système de règles dont on parlera rapidement vers la fin qui permet de savoir qui a le droit d'accéder aux données et de gérer des authentifications à la fois avec des providers d'authentification existants, des Twitter, des LinkedIn, des Google, des Facebook et autres, mais également d'utiliser des JSON Web Tokens ou tout simplement d'avoir des modes très simples, un user password ou encore un nouveau mode qui est de l'authentification dite anonyme. Je suis authentifié, pour autant je n'ai pas d'utilisateur derrière. Et enfin, on a les datas, on sait savoir les rendre disponibles à différentes personnes. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'occuper d'un back-end. Il y en a celles peut-être dont c'est la spécialité, il y en a plein d'autres qui développent des applis mobiles ou des applis web, et le back-end c'est le dernier de leurs soucis, c'est la partie qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc là ce qu'on propose c'est en plus de ces fonctionnalités-là d'avoir un hébergement de tout ce qui est contenu statique. Donc il y a une ligne de commande qui permet de dire j'ai manipulé mes données, je les ai rendues sécurisées et je vais déployer la totalité. J'ai jamais à toucher à un serveur,
à démarrer une machine virtuelle, encore moins à installer des trucs. Tout ça est complètement automatisé. Alors ça répond pas à toutes les problématiques, mais en tous les cas à celles d'un certain nombre de développeurs web et mobiles. Et en fait, on s'adresse avec cette technologie à un certain nombre de développeurs, et je pense que c'est une des forces au-delà de la technologie qui est assez magique quand on la voit en œuvre en termes de notification, c'est le fait qu'il y a des SDK pour plein de plateformes, et que chacun de ces SDK est vraiment très adapté à chacune de ces plateformes. Vous pouvez noter par exemple qu'il y a un SDK Android et un autre Java. Eh ben, pour plein de bonnes raisons, il y a des choses qui sont légèrement différentes. Le paradigme de développement est le même, pour autant, quand on développe pour mobile, dans Android, il y a des notions de cycle de vie, il y a des vues, il y a tout ça. Il faut savoir s'intégrer. Java, on est plutôt côté serveur. C'est le but de ce SDK qu'on utilise aussi, avec une approche un tout petit peu différente. Donc à chaque fois, on aura vraiment utilisé les outils et on aura rendu le SDK, Angular, Ember, Node et ainsi de suite, vraiment comme quelque chose de natif pour chacune des plateformes, pour que ça soit le plus simple à intégrer possible. Et je pense que c'est là que, à la fois dans le travail qui a été fait et dans la documentation qui va avec, qu'il y a une partie de la magie de Firebase. Pour Android, juste pour un mot, c'est principalement que aussi le client HTTP n'est pas le même entre une application Java et Android. Voilà. Alors, on va parler d'un truc qu'on a appelé Egress, on a eu beaucoup d'inspiration, qui est un jeu qui permet de capturer des gares avant que d'autres ne le fassent. Voilà, on n'a pas trouvé plus simple pour décrire l'objectif de ce jeu. Donc ceux qui n'auraient pas flashé encore le QR code, alors c'est un jeu Android, pour l'instant on n'a pas fait la version iOS, mais on acceptera vos pull requests, probablement, et qui permet donc de se balader géographiquement, en France en l'occurrence, on va vous expliquer comment, et de capturer des gares, de voir les gares qu'on a capturées, de voir celles qui sont capturées par d'autres, et de voir un leaderboard avec ceux qui ont capturé le plus de gares possible. Donc c'est parti pour la démo. Alors, du coup, quand on a ça, on s'est dit, il nous faut des datas pour faire un jeu intéressant. Une data que j'ai trouvée sur data.gouv.fr, c'est ce fichier CSV, parce que bon, voilà, c'est pas de l'Excel, c'est déjà pas mal, de gares ferroviaires de tout type, exploitées ou non, donc fournies par le réseau ferré de France. Donc je trouve ça plutôt intéressant, donc j'ai pris ce truc-là, je l'ai mis dans un truc ici qui s'appelle Fusion Table, et bon, quand on regarde avec, on se dit qu'effectivement ça ressemble bien à des gares, si on regarde bien et si le réseau coopère, on se dit que ça ressemble à des lignes de chemin de fer. Le réseau ne coopère pas. Mais si, il va arriver. Ah, voilà. Donc on l'a réveillé. Donc ça ressemble à peu près à des lignes de chemin de fer. Donc a priori, on est en face d'un dataset qui est à peu près intéressant et valide. Alors bon, après, il y a un peu de travail. Hein. Tous les data scientists vous le diront. Le travail, c'est pas de faire parler les données, hein, c'est de les nettoyer avant tout. Donc un peu du TF8 par-ci, un peu de normalisation par-là. Et on va uploader ça dans Firebase. Donc voilà à quoi ressemble le dashboard de Firebase. On a un projet avec un nom de domaine là-haut qui nous permet de définir une application et qui définit la racine de notre arbre JSON. Nous, on aura 3 nœuds dont on va vous parler. Un qui est lié à des données spécifiques de type géodata. Il y a le nœud player pour enregistrer tous ceux qui vont jouer, et le nœud station qui en fait est là, conserve toutes les informations concernant la station, donc latitude, longitude et le nom. Voilà, donc en fait si on regarde sur les stations, donc je l'ai ouvert pour être sûr qu'on ait des datas intéressantes, on a pour chacun des nœuds un identifiant, latitude, longitude, un line code, ça nous est fourni dans le dataset, un nom et un type. Donc celui-là c'est du fret infrastructure, là sur le type, je sais pas, on est sur fret infrastructure, desserte voyageurs également. Voilà. Et donc on a en tout, je vous l'ai pas dit, mais on a un peu plus de 6000 gares en France recensées avec lesquelles on va pouvoir jouer. 6442. Ça c'est pour le gars qui a fait des resets, une boucle de 1 à 6442, parce que pour le coup, là, s'il y en a de nouvelles qui apparaissent, on ne saura pas les prendre en compte. Alors tiens, là on a notre nœud Players, et on voit que bon, y a des gens qui jouent. On va regarder peut-être l'appli un petit peu. Exactement. Tiens, je vais mettre la vidéo. Vous allez voir un petit peu quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, on va pouvoir se loguer. Donc c'est une authentification Google classique, si le réseau le veut bien. Voilà. Donc je vais m'authentifier. C'était moi, ça? C'était toi, oui. C'est ton téléphone. Ah oui.
Et donc là, on arrive sur l'application. Donc en haut, en fait, on a un petit panneau ici pour indiquer la personne qui joue, le statut de connexion à la base, online, et le nombre de captures. J'ai pas beaucoup capturé, juste 9. Et le leaderboard en bas où on a les joueurs. Donc pour l'instant, nous avons Nicolas, je sais pas, Nicolas JR, je sais pas s'il est dans la salle. Oui, il est par là, j'ai vu. Il est pas là, okay. Qui est le premier avec 208 captures. 208 captures, effectivement, je vois 208 là. Bon, je suis désolé, ça fait beaucoup, désolé Nicolas, on va descendre un peu. Bon, et donc alors pour tous les gens qui sont connectés, vous avez dû voir ça apparaître dans la seconde par rapport à la modification que je viens de faire, ce qui était le cas également aussi, voilà, un petit peu petit, mais la mise à jour a été faite ici. Donc Nicolas, désolé, tu n'es plus en premier. même temps, c'est pas très sympa parce que Nicolas François, il est probablement dans la salle aussi, je sais pas. Et donc il y a pas mal de gens qui sont connectés là. Tout ça, c'est les nouveaux joueurs depuis qu'on a fait le truc tout à l'heure. Donc Nicolas François, il doit être par là, je crois que je l'avais vu, voilà, je suis désolé, hein, Nicolas. Hop, 9. 9, hein, ça me paraît bien. Et puis François Beaufort, alors lui, il a carrément, il est même pas là, ça je le sais. Il est où? Il doit être plus haut. François, il est là. 7, ça vous va? Bon, 7. Sauf que le réseau ne te permet pas. On a perdu le réseau. Ouais. Hop. Et le réseau. Bon, je vais te laisser. Ouais, le truc. Ouais, voilà. Il y en a qui vont assez vite quand même. Hein. Didier. C'est Didier Broca qui a repris la tête. Florent, Thomas. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, en même temps, on va pas passer son temps à faire des resets. Mais on a vraiment ce côté temps réel qui est intéressant. Donc, on est sur la console et c'est quelque chose qui est propagé à l'ensemble des clients, des joueurs. Ce que je voulais vous montrer ensuite. Et donc là, au passage, voilà, il y a des gens qui sont en train de capturer des gares, donc on voit des nœuds qui s'allument, donc des datas qui sont en train d'être modifiées en temps réel. Florent, au premier rang, est en train de capturer des gares. Voilà. Alors, pour construire ça, et ce qui a rendu la chose quand même globalement assez simple, il y a une librairie qui s'appelle GeoFire, qui est disponible en JavaScript, Objective-C et Java, qui est développée par l'équipe Firebase elle-même, qui permet d'avoir un modèle de programmation qui est extrêmement simple, que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on a développé une version web également. Cette version web, elle est là, elle est un petit peu différente, mais elle travaille bien sûr sur la même base Firebase et les mêmes données. Et on est capable de déplacer cette fois-ci un cercle qui est de taille un petit peu différente. On pourrait le ramener sur Paris, alors peut-être problème de refresh, enfin de taille surtout. Et voir que les gares sont en train d'être prises. Et en fait, je dois avoir un autre onglet qui est ouvert sur Paris pour qu'on n'ait pas besoin de faire. Voilà. Et on voit qu'effectivement, il y a des gares qui sont de couleurs différentes, qui sont prises, et d'autres qui sont libres et qui peuvent être accédées. On va essayer de faire un petit refresh, voir si on a quelque chose d'un peu plus joli que ça. Donc pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça coûte en développement, donc les grises sont déjà prises, les bleus sont libres. Et normalement, si on se déplace, l'authentification qui devrait repasser. Ah oui, par contre, il me remet sur Grenoble. J'aime beaucoup Grenoble, et puis c'est surtout, il y avait une densité un peu moindre de. Bon. Toujours est-il que là, donc, le principe, c'est on a une requête qui est envoyée à Firebase et qui affiche les gares qui sont dans ce cercle-là. Et pour arriver en fait à ce code-là, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. On a plusieurs slides là, si le réseau ne marchait pas du tout, donc on va les passer assez rapidement. Mais pour ce code là web, il est finalement assez simple. La première des choses, et vous allez voir, c'est assez commun à toutes les plateformes, et on verra ça sur Android également, on va définir une référence vers notre base Firebase. Donc l'URL qui nous permet d'avoir un préfixe, c'est firebase.io.com. Par-dessus ça, parce qu'on utilise GeoFire, on va encapsuler ça et demander à utiliser un nœud particulier de cette base comme étant la source de données, des données indexées qui permettent d'avoir des requêtes qui s'exécutent relativement rapidement et qui sont simplement longitude, latitude de chacune de ces gares qui ont été traduites dans un format qui est propre à Firebase. Tout ça est fait automatiquement. L'authentification, là, on a décidé de la faire avec un OAuth, avec un provider Google, et avec un UI de type pop-up, avec une gestion d'erreurs. Donc c'est ce que vous avez vu rapidement quand j'ai fait mon refresh. Et puis surtout, côté jQuery, on définit une query, on centre, en l'occurrence là j'ai décidé de le faire sur Grenoble, et on donne un rayon qui en l'occurrence ici est de 8 km, qui est beaucoup plus gros typiquement que ce qu'on a sur la version Android.
Une fois qu'on a défini cette query, eh bien, on va pouvoir définir deux callbacks. Des callbacks qui vont être de type key entered, où on va dire de manière assez simple finalement, on va aller chercher les stations et les identifiants, et on va afficher ces stations quand on est dans le cercle, et quand le cercle est déplacé et que la station ne répond plus à cette requête, eh bien on est dans du key exited et on va simplement enlever le marqueur sur la carte pour là où les gares en question. Donc c'est du code qui est relativement simple. Et entre autres, donc grâce à cette requête GeoQuery qui est vraiment faite en temps réel, et on pourra vous montrer un petit peu la structure des données. On a rajouté un index, bien sûr, parce que là c'était la différence entre quelque chose d'utilisable et de totalement inutilisable. Donc on vous a très rapidement montré la version graphique, on va y revenir. Web, la version mobile. Exactement, et là en fait c'est juste pour rappeler que quand en fait un client capture une gare, il va donc sauvegarder l'information au niveau de la base, et la base va notifier tous les autres clients que la gare a été capturée. Voilà, et la version mobile, web, pardon, elle était vraiment une vue read-only sur les datas qu'on a par ailleurs. Alors sur Android, donc là parce que c'est Android, mais l'API Java est très similaire. Le principe est toujours le même. On va créer une référence sur une base de données Firebase en précisant l'URL. Et ici, pareil, on a utilisé l'authentification avec Auth et donc avec un provider Google. Et donc c'est quand j'ai cliqué sur Sign In, j'ai récupéré un token qui me permettait de me connecter au service Firebase et surtout d'authentifier l'utilisateur. Et à ce moment-là, on a deux callbacks, on authenticated ou on authentication error. Et à ce moment-là, on va pouvoir gérer les cas d'authentification ou non de l'utilisateur. Récupérer son nom, son email, son compte en banque, tout quoi. Tout. Et en fait, pour GeoFire, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on avait donc un arbre de données, on avait la racine et on avait un nœud GeoFire. Et en fait, pour pouvoir accéder à ce nœud-là, on prend la référence Firebase et on appelle la méthode child et on précise le nœud auquel on veut accéder. Donc ici, c'est GeoFire. À ce moment-là, on va utiliser un wrapper qui s'appelle donc la classe GeoFire, qui va nous retourner donc une instance de Firebase, mais spécifique à GeoFire. Et on va pouvoir créer une GeoQuery, c'est-à-dire une query qui est géolocalisée. À ce moment-là, on précise la location de début, c'est-à-dire, moi j'ai positionné sur Paris, et le rayon de 1 qui est en kilomètres. À ce moment-là, on garde la référence sur la query, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre à jour l'endroit où est positionné le cercle, et ainsi recevoir une notification de onKeyEntered et onKeyExited, pour savoir si la station elle est dans la zone ou non. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on rentre dans le callback de onKeyEntered, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va juste avoir la clé de la station qui est dans le cercle. Mais on n'a pas ces informations. Pour ça, on va utiliser donc la référence de Firebase qu'on a déclarée un peu plus tôt, naviguer jusqu'au nœud station, naviguer jusqu'au nœud de la clé qui correspond à la station, et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter un listener pour récupérer les informations concernant ces stations. À ce moment-là, on peut récupérer le nom de la station et si elle est possédée par quelqu'un ou non. Si jamais, à ce moment-là, on va pouvoir ajouter aussi la station sur la map. Et dans l'autre callback, onKeyExited, on va pouvoir retirer la station de la map parce qu'elle n'est plus dans le cercle. Et pour ce qui est de la capture d'une gare, on va utiliser une nouvelle notion qui est la notion de transaction. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, si je n'utilisais pas de transaction et qu'on veut mettre à jour par exemple un compteur, si on a deux personnes qui veulent mettre à jour un compteur, ce qui va se passer, c'est que Firebase ne va pas tenir compte spécifiquement de l'état de la donnée qui est en cours de modification. Donc ce qui risque de se passer, c'est qu'on a un compteur à 1 et qu'on a deux utilisateurs qui vont arriver de manière concurrente. Ils vont tous les deux avoir une version de la donnée sur laquelle le compteur est à 1. Donc finalement, ils vont tous les deux incrémenter un compteur à 2. Et quand ils vont écrire, finalement, au lieu que le compteur soit 3, il va être de 2. À ce moment-là, le fait d'utiliser une transaction, ce qui va se passer, c'est que quand on a deux personnes qui vont arriver au même moment, Firebase va garantir que l'écriture est séquentielle. C'est-à-dire qu'il y a un premier joueur qui va incrémenter le compteur, et ensuite on a le deuxième qui va arriver ensuite et qui va voir que le compteur est à 2, l'incrémenter, donc le compteur sera plus 2, mais 3. Et donc on a un premier callback qui est le doTransaction, c'est-à-dire qu'on va récupérer la snapshot de la donnée avec la bonne information, et donc elle est mutable. À ce moment-là, on va pouvoir mettre à jour les informations qu'on veut. Et on sera notifié au moment où la transaction sera terminée, c'est-à-dire que l'information est à sauvegarder au niveau de Firebase. Et donc on arrive à ce schéma où en fait on a réussi donc à synchroniser l'information au niveau de Firebase, mais on a besoin d'un peu plus de logique côté back, et je laisse la main à... Oui, parce qu'en fait, si on commence à capturer les gares, au bout d'un certain temps, il n'y en a plus à capturer, ça commence à être un petit peu difficile à jouer, et puis les gens abandonnent, et puis voilà.
Donc on s'est dit on va essayer d'introduire quelque chose d'un petit peu un peu plus intéressant en faisant des resets. Typiquement, au bout d'un certain temps, en l'occurrence 5 minutes, une gare que vous avez prise redevient libre. Donc si vous faites toujours le même truc avec un trajet qui vous fait repasser 5 minutes plus tard, vous allez voir que les gares sont de nouveau disponibles. Alors la manière dont on a fait ça aujourd'hui, c'est que dans le client, le seul qui est vraiment jouable, donc le client Android, on va bien sûr interagir avec Firebase, mais on va également poster des événements de capture, mais aussi de découverte de gares. Donc dès qu'on déplace le cercle et la zone, on va découvrir de nouvelles stations. Poster ces événements sur une appli qui est hébergée sur App Engine, qui elle-même va avoir des règles, notamment cette fameuse règle de dire au bout de 5 minutes, après avoir détecté la capture d'une gare, eh bien on va faire un reset. Ce reset, lui, va se faire cette fois-ci avec le SDK Java, qui va donc depuis App Engine aller faire ses interactions avec la base Firebase. Autant de choses qui seront vues là aussi en direct dès qu'il y a quelque chose qui est reseté. Par exemple, la première, là, Châtelet-Léal a été reprise il y a quelques instants par Fabien, parce que voilà, elle a été rendue libre par ce travail-là, qui est implémenté avec ce qu'on appelle des task queues, que je vais vous montrer dans un instant. Et on a également un cron qui permet tous les jours à 3 heures, pour ceux qui vont jouer toute la nuit, de faire un reset de la totalité des 6000 gares. Et puis on a un truc là qu'on a appelé continuous log, parce que bon, la logique qui dit reset au bout de 5 minutes, c'est un peu simpliste, c'est peut-être pas assez évolué, et puis il y a des gares qui sont beaucoup plus visitées que d'autres. On vous positionne au début forcément à Paris, on pourrait s'amuser à faire des positionnements aléatoires la première fois que vous arrivez, on pourrait vous mettre là où vous êtes physiquement, ça peut vous rappeler un autre jeu, et vous obliger à vous déplacer physiquement. On peut imaginer pas mal de choses. Et pour arriver à comprendre comment le jeu est joué globalement, dans sa globalité, on va en fait exporter les logs de manière continue. C'est même pas un export, c'est simplement un dump qui est fait en temps réel avec l'API de streaming vers un réceptacle qui s'appelle BigQuery, qui nous permet ensuite d'utiliser SQL et toute la puissance d'SQL pour analyser et trouver les gares les plus utilisées. Et on va voir que ces gares-là, on va peut-être vouloir avoir un reset qui est un petit peu différent. On peut imaginer plein de choses, les gares les plus prises, les plus utilisées. On peut essayer de détecter également les robots. Est-ce qu'il y aura toujours des robots? Il y aura toujours des petits malins qui seront trouver le moyen. En l'occurrence, on a toujours apparemment des vrais joueurs, 113 ici au maximum, mais ça serait tardé. Là aussi, on va pouvoir, avec ces quantités de données qui peuvent être potentiellement importantes et que BigQuery sera analysé en un temps raisonnable, pouvoir injecter de la logique côté App Engine. Et donc là, on va revenir un tout petit peu dans la démo. Donc ici, on est dans la console cloud de Google, dans la partie log, et on voit typiquement qu'ici, j'ai des reset stations. On voit également, si on scrolle un peu, que quelque part, on doit voir, alors il y a pas mal de resets. Voilà, une station qui a été capturée par Nicolas François, c'est la 283, enfin on a toutes ces choses-là. Autant de choses qui sont donc exportées dans BigQuery, et derrière qu'on va être capable d'analyser. Je vais peut-être vous montrer, qu'est-ce qu'on avait dit, le code d'abord ou Non, montrer le fait de bouger aussi, d'avoir des logs qui apparaissent. Oui, alors du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'onglet suivant, c'est ce qu'on appelle les task queues. Donc les task queues, c'est quelque chose... Oui, mais je voulais montrer en fait le code qui crée la task queue, pardon. On va revenir à ça rapidement. Donc, quand j'intercepte l'événement côté serveur de la capture d'une gare, en fait, ce que je crée, c'est ce qu'on appelle donc une task queue qui dit que, au bout de 5 minutes, on va lire de bas en haut, je vais envoyer sur une URL qui est /admin/reset station un payload qui est l'identifiant de la station. Ce qui fait que 5 minutes plus tard, je vais avoir une requête qui va être envoyée qui vers ceci, qui est une autre URL, en l'occurrence l'URL de reset, qui va, elle, maintenant vous devriez comprendre le principe, définir une référence sur Firebase, s'authentifier. Alors avec un password ici, c'est une autre option, on pourrait s'authentifier co-hot, y compris côté serveur. Et puis, bon, très simplement, faire une réinitialisation d'une station particulière. Alors là, petit détail, on fait firebase.child, on est tout de suite sur la station, parce que si vous regardez bien, l'URL de Firebase définie là-haut comprend /station. C'est-à-dire qu'on définit que la racine à laquelle nous, on va travailler, dans ce contexte-là, sera celle des stations de train. Et on va mettre à jour simplement, et donc faire un reset de ceci. Ce qui se traduit donc en temps réel, là j'ai 49 personnes qui depuis moins de 5 minutes ont pris une station. Et donc ce que je te propose c'est que tu en prennes une ici, il faut que tu en trouves une vide, hein, c'est ça le problème maintenant. C'est bon, j'en ai trouvé. Ouais, c'est bon. Hop. J'arrive à cliquer sur la...
Un clic sur l'autre, ça ira. Voilà. Ah, c'était pris par Fabien. Ah non, soyez sympa. Voilà. Aidez-nous. Gare de Lyon. Voilà, prends l'arbitre. Et si tout va bien, tu l'as prise. Et si on fait... En fait, elle est cachée derrière. Il y en a trop au même endroit. Voilà, il y en a trop au même endroit. Voilà. Donc elle a été prise. On va peut-être avoir 49 request queue. La dernière, si tout va bien, a été prise il y a 7 secondes. Et on regarde. Donc ça, c'est le Station ID, mais moi, ça me parle pas trop. Et ah bah non, c'est Alexis qui l'a pris, c'est là. Alors désolé Alexis, on va te resetter la tienne, on va l'exécuter tout de suite, on va pas attendre les 5 minutes. Et peut-être que tu vas pouvoir nous confirmer que la station que tu venais de prendre est redevenue libre. Je ne sais pas laquelle c'était pour le coup. On pourrait aller regarder s'il y en a une autre, si on trouve celle de Thomas. Non. Voilà. Bon, elle est quelque part dans le lot. On pourrait faire une recherche sur les différents queues. Donc voilà ce qu'on voulait montrer là-dessus. Souvenez-vous, je vous ai dit également qu'on exportait toutes les données dans BigQuery. Dans BigQuery, voilà à quoi ressemble l'interface. On a des datas journalisées, et on est capable de faire une requête vraiment en SQL. On va être capable de dire, eh ben, sur une source de données, je vais regarder les ressources. En l'occurrence, c'est là qu'on voit les différents logs du serveur. Donc ils font des station discovered, machin est arrivé, s'est connecté, a capturé, a découvert. Et je vais aller regarder les logs du 1er au 9 avril. Et je vais en fait compter les stations découvertes les plus fréquentes. Alors je l'avais déjà exécuté, mais je vais essayer de la réexécuter là, en espérant que là aussi le réseau coopère. En 3 secondes, alors certes il n'a pas parcouru beaucoup de data, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais l'idée c'est que même si on est en phase de vraiment grosses données de data, on ait des réponses rapides. Et bien là, c'est la station 4996, qui est de loin la plus découverte. Et si on va chercher là-dedans, dans station, et on connaît ça, on va découvrir de qui il s'agit. Et je pense que sans surprise, on devrait tomber sur Châtelet-Les Halles, qui est l'endroit où on vous positionne par défaut. Vous pourrez trouver et faire des requêtes sur les stations les plus utilisées, les plus découvertes, voilà, ou par le même utilisateur pour savoir où habitent les gens, où ils jouent habituellement, par exemple. Voilà, dans le temps qui nous reste, je vous propose qu'on avance. Voilà. Donc ça, voilà. Alors juste pour terminer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Il y a toujours plein de choses qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Le premier truc, c'est que, bon, faut être honnête, hein, la partie qu'on met dans le client Android, qui consiste à travailler avec Firebase et à dupliquer un petit peu le comportement, consiste à par exemple prendre une gare en postant des événements en parallèle sur App Engine, c'est pas hyper joli, hein, c'est pas super élégant. Donc ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle les triggers. Donc vous voyez là, il y a une petite animation. Hop, hop, hop. Les triggers qui permettent de définir et d'écouter quand une donnée est modifiée à un nœud particulier ou à un niveau particulier de l'arbre, et de dire que quand cette donnée est modifiée, eh ben, je vais lancer une requête de type HTTP sur une URI précise avec un payload, et cette URI, c'est peut-être un endpoint côté App Engine qui est typiquement celui que j'utilise aujourd'hui. Où on pourrait, et c'est ça l'intérêt, totalement se passer complètement de la partie gameplay et avoir un jeu qui est moins intéressant, mais tout aussi jouable techniquement, si on n'avait pas tout ce back-end. Ce qui est aujourd'hui le cas aussi, hein, parce que si on envoie une requête et qu'il n'y a personne à l'autre bout, bon, il y a un timeout ou il y a un 404, mais ou un 500 des fois même. Mais... Par contre, cette API, elle n'est pas encore disponible, elle va bientôt arriver, mais elle n'est pas encore dispo. Et pour aller plus loin, en fait, il y a encore quelques notions qu'on peut avoir à accès avec Firebase. C'est par exemple l'information si on est connecté à la base ou non. En fait, Firebase nous met à disposition des sortes de métadonnées pour avoir de l'information sur la connexion. Donc, par exemple, là, si on fait un petit test sur la connexion, je vais me mettre en mode avion. Donc, en haut, on voit que je suis en online. À ce moment-là, j'ai passé en mode avion. Et la connexion est déjà passée en offline. Je ne me repose pas du tout sur les API Android pour savoir si on va la prendre tout de suite avant que quelqu'un d'autre la prenne. Alors ce qui se passe, c'est que ici, quand on essaie de la prendre, on rend une transaction et la transaction ne peut pas être complétée parce qu'en fait, je suis en mode offline. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais revenir en online, Firebase va essayer de se synchroniser et va essayer de résoudre la transaction pour voir si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui a réussi à prendre cette station. Donc il faut que le réseau revienne. Oui. Voilà, il revient. commence à revenir. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se reconnecter?
Et il est revenu online et j'ai réussi à la récupérer. Personne ne t'avait pris, merci, c'est gentil, c'est pour la démo, c'est quand même mieux. Et il y a une autre notion, ce sont les queries au niveau de Firebase. Alors il faut savoir qu'au niveau de Firebase, on est quand même très limité au niveau des queries. Alors il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir faire des jointures ou des choses comme ça, c'est complètement pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va beaucoup se fonder sur des ordonnées de la donnée. C'est-à-dire par exemple ici, on va au niveau des players, par exemple pour récupérer le leaderboard, ce que je fais, c'est que je me mets au niveau des players. Je vais les ordonner par score et je vais récupérer les trois derniers. Donc c'est-à-dire il faut savoir qu'on ne peut pas choisir le ordre ascendant ou descendant. Donc c'est toujours un ordre ascendant. Donc je récupère les 3 derniers pour récupérer les meilleurs scores. Et à ce moment-là, je vous rajoute un dictionnaire pour récupérer l'information et être notifié en temps réel si cette requête, les 3 derniers ont changé ou non. Et pour finir, Firebase permet de rajouter des règles de gestion au niveau des nœuds. Donc par exemple, au niveau de GeoFire, on a une variable spéciale qui s'appelle auth, qui permet de vérifier si la connexion est authentifiée ou non. Donc par exemple ici, on va autoriser la lecture et l'écriture au niveau du nœud GeoFire si c'est un utilisateur connecté. On peut aussi rajouter des index. Par exemple ici, on va rajouter un index pour accélérer la recherche d'une localisation. Et pour finir, le dernier exemple, c'est au moment où on faisait la transaction, il faut mettre en place un mécanisme pour que si quelqu'un prenne la station avant, empêcher l'écriture au niveau du nœud si jamais on arrivait après. Et donc en fait, c'est ce que fait le petit bout de code ici, c'est-à-dire qu'on va se placer donc, au niveau d'une station, donc c'est-à-dire qu'il y a une écriture au niveau d'une station, on va vérifier si la nouvelle donnée, donc c'est une variable pareil spéciale qui s'appelle new data, on va se placer au niveau child owner, et à ce moment-là, on va vérifier si la valeur est vide. Si la valeur est vide, c'est-à-dire qu'on veut réinitialiser le owner de la station, donc ça, on va l'autoriser. Si le nœud ne possède pas le champ owner ou que le champ owner est vide, on autorise aussi, parce que c'est-à-dire que quelqu'un va essayer de prendre la gare. Et donc, on a une autre variable qui est spécifique, qui est data, c'est-à-dire la donnée au moment où on veut enregistrer, au moment où on veut enregistrer une information, qui est là. Et il y a plein d'autres trucs qu'on aurait pu faire plus proprement. On aurait pu utiliser des endpoints plutôt qu'une pauvre servlette. On aurait pu utiliser des services tout faits pour gérer des leaderboards. Exactement. On aurait pu utiliser les triggers. Vous avez eu l'URL ici sur, en gros, comment ça va fonctionner quand ça sera disponible. Et un dernier point qu'on voulait vous dire, c'est que tout ce qu'on a fait ici, ça nous a coûté à peu près ça. Parce que ce soit App Engine, que ce soit BigQuery et que ce soit Firebase, tous ont des offres qui vous permettent de développer dans un certain quota, dans une certaine limite, de manière gratuite et même d'être en production et d'utiliser ça aujourd'hui. On n'a pas détaillé ici le pricing de Firebase, mais sachez qu'au moins pour développer, et peut-être même pour un certain nombre d'applications, c'est comme pour App Engine, quelque chose que vous pouvez faire de manière gratuite. Je pense qu'on a malheureusement plus le temps pour les questions-réponses, mais on va rester ici un petit peu. Et puis au bout de quelques minutes, on va aller du côté du stand Google parce qu'il y a de la bière que j'espère fraîche. Voilà. Et dernier point, le code sera disponible très bientôt, on vous le promet, mais en même temps, on vous a tout montré, il n'y a plus qu'on... Voilà. Et peut-être les gagnants de la session quand même. Ah, et les gagnants de la session. Alors, les gagnants de la session. Oui, mais attends, qu'est-ce qu'ils gagnent ?